Donc, au niveau du référentiel de certification, donc pour être assez rapide, parce que je pense que ce que vous connaissez tous, donc plusieurs chapitres qui sont déclinés en plusieurs objectifs, déclinés même en plusieurs critères. Donc, on a 3 chapitres, un chapitre sur le patient, un chapitre sur les équipes de soins et un chapitre sur l'établissement de santé. Donc, 15 objectifs, 17 critères impératifs. Au niveau du manuel de certification, donc dans le chapitre 1, on retrouve quelques notions où en fait on peut y voir des critères relatifs à la prise en charge médicamenteuse, donc notamment le patient est informé, son implication est recherchée, le patient est respecté. Au niveau du chapitre 2, l'équipe, donc en fait les 4 objectifs concernent, ont des critères en lien avec la prise en charge médicamenteuse, donc la pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée au sein de l'établissement, l'équipe est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. L'équipe maîtrise les risques liés à ces pratiques et l'équipe évalue ces pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques et de leur patientèle. Hop, je fais entrer les dernières personnes. Et au niveau du chapitre 3, là, on retrouve un critère. Donc, l'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins avec des critères en lien avec la prise en charge médicamenteuse. Donc, on vous a remis du coup le lien vers le manuel de certification mis à jour en octobre 2020. D'ailleurs, on va remettre celui mis à jour en septembre 2021. Donc ensuite, pour vous aider, la HS a élaboré différents Pas d'inquiétude, hein, Laurine. Le lien redirige vers le même. T'inquiète pas. Ah d'accord, ok. C'est juste que voilà, mais c'est les bons. J'étais pas sûre. Il n'y a aucun souci. Merci. Alors ensuite, donc la HS a mis à disposition donc différents outils, donc notamment la fiche pédagogique sur la prise en charge médicamenteuse. Donc on y retrouve dans cette fiche les enjeux nationaux, en quoi la certification répond à ces enjeux, et notamment les points clés qui nécessitent une attention particulière des experts visiteurs pendant la visite. Donc là, en fait, au niveau de la prise en charge médicamenteuse, la HS l'a découpée comme on le voit sur le schéma, donc avec une partie administration, une partie dispensation, une partie bon usage des antibiotiques, une partie approvisionnement, transport et stockage, une partie médicaments à risque, une partie conciliation, une partie évaluation des pratiques et une partie prescription. Donc, on est vraiment parti de ce schéma pour vous proposer notamment les différents webinaires qu'on a démarrés à partir de septembre. Donc, c'est un mémo utile pour les experts visiteurs, mais aussi pour vous, les établissements, parce que vous pouvez aller voir vraiment ce que les experts visiteurs iront chercher pour chacune de ces étapes de la prise en charge médicamenteuse. On vous a remis également le lien vers la fiche pédagogique. Il y a d'autres fiches pédagogiques du coup mises à disposition, donc notamment les fiches pédagogiques donc, en lien avec la prise en charge médicamenteuse. Donc on a, bon là on vous a remis quelques exemples, mais on a l'évaluation de l'hospitalisation à domicile, l'évaluation de la douleur et des soins palliatifs, l'évaluation de la prise en charge des personnes âgées, vous allez retrouver du coup des infos, et l'évaluation de la prévention des infections associées aux soins. Donc il y en a d'autres, hein, on vous a remis les thématiques. Alors ensuite, pour vous faire un petit rappel sur les différents critères, donc en fait, il y a 3 niveaux de critères. Il y a des critères standards, c'est les attendus de la certification. Des critères impératifs, c'est vraiment ce que l'on ne veut plus voir, ce que la HAS ne veut plus voir dans les établissements. Donc si une des évaluations de l'un de ces critères est négative, alors la HAS se donne le droit de ne pas accorder la certification. Ensuite, on a des critères avancés. Là, c'est l'exigence souhaitée, mais qui est non exigible à ce jour. Donc, normalement, la HAS dit, voilà, les critères avancés, dans 4 ans, ce seront les critères standards de demain. Donc, on a 17 critères impératifs au total. Donc, on a vu avec vous un critère impératif sur les médicaments à risque. Donc, les critères impératifs, c'est vraiment ce qu'on ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé. Donc, comme je disais tout à l'heure, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification.
Et donc, pour un critère impératif, s'il n'atteint pas l'évaluation exigée, enfin, le niveau d'exigence attendu, il y a une fiche anomalie qui sera rédigée entre vous et l'équipe d'experts visiteurs qui seront du coup chez vous lors de la visite. Donc, en fait, dans cette fiche anomalie, on retrouve l'impact sur le patient. Quelles sont vos pratiques habituelles? Est-ce que l'établissement a connaissance de cette situation? Est-ce que vous l'intégrez dans votre gestion des risques? Et est-ce que éventuellement vous avez mis des mesures conservatoires? Est-ce que vous les avez mis en œuvre? Est-ce que vous les avez projetées? Donc ça, c'est essentiel si vous vous rendez compte au moment de vos évaluations internes qu'il y a un critère impératif qui, vous savez, qui ne va pas atteindre le niveau attendu. Les experts vont vraiment aller chercher qu'est-ce que vous avez mis en place derrière? Est-ce que vous avez projeté de mettre des choses en place? Est-ce que vous les avez déjà mis en place? Est-ce que vous avez connaissance de la situation, etc. Ça, c'est vraiment très important. Et du coup, ensuite, cette fiche anomalie, donc elle sera transmise à la commission de certification qui va du coup, qui aura pour vocation notamment à éclairer la prise de décision par la suite. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un petit focus sur la dispensation. Ensuite, on vous fera un petit focus sur l'approvisionnement, le transport et le stockage. Donc tout en vous donnant du coup les outils à disposition, soit dans la région ou dans d'autres régions qui puissent vous aider au sein de vos établissements. Donc, si on reprend le critère en lien, donc les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments. Donc, c'est un critère standard qui sera évalué au moyen d'un parcours traceur ou un traceur ciblé. Donc, parcours traceur, le parcours traceur, en fait, c'est on va aller évaluer, donc on va aller s'entretenir avec les équipes un parcours. Et l'idée, c'est vraiment d'évaluer la continuité et la coordination des soins. Donc, on est vraiment sur les interfaces. Donc, au niveau du parcours, on ira voir au niveau des professionnels si le bilan thérapeutique est bien présent dans le dossier du patient. Est-ce qu'on y retrouve la lettre de liaison ou les documents de transfert entre deux services? Au niveau de la consultation documentaire, donc dans le cas d'une non-utilisation du dossier informatisé pharmaceutique, la prescription mentionne-t-elle donc clairement l'identification et la signature du prescripteur, la date et l'heure, la dénomination des molécules en DCI, la posologie et la durée du traitement? Donc ça, c'est des infos que vous allez retrouver dans le référentiel de certification qu'on vous a remis là pour vous donner un petit peu le contexte et ce que les experts visiteurs vont aller chercher. Donc au niveau du traceur ciblé, au niveau des professionnels, c'est pareil, on ira voir si le bilan thérapeutique est bien présent dans le dossier du patient. Et au niveau de la gouvernance, on ira voir si l'analyse pharmaceutique est organisée et pertinente et intègre les informations du dossier pharmaceutique s'il existe. Et les interventions pharmaceutiques sont prises en compte. Donc, c'est pour poser un peu le cadre. Là, vous voyez vraiment ce que les experts visiteurs iront chercher. Tu veux qu'on se mette ça chacune sur un ordi ou deux sur un? Alors, ensuite, attendez, je coupe. Hop. Alors ensuite, pour vous faire un résumé, comme le critère annonçait également les bonnes pratiques de prescription. Donc, prescription, c'est le webinaire qui a été réalisé juste avant les vacances scolaires. Donc, si vous souhaitez, on a diffusé le diaporama et le replay. C'est disponible sur nos sites internet, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez y avoir accès ou si vous ne trouvez pas l'info sur nos sites. Donc, au niveau de la prescription, donc, ce qu'on s'était dit au niveau des attendus, donc, c'est réalisé sur un support informatique, donc éléments de sécurisation, ou manuscrit, avec retranscriptions qui ne sont pas autorisées. Validé par le prescripteur avec identité et signature identifiable. On retrouve le niveau d'habilitation des prescripteurs qui doit être vérifié avec la liste retrouvée à la PUI. Interrogation des équipes sur leur participation à des audits et ou des évaluations des pratiques professionnelles et appropriation des équipes des résultats des évaluations. Et ensuite, l'analyse de l'intégralité de la prescription, incluant la prise en compte du traitement personnel. Donc ça, c'était vraiment les attendus. On avait relevé des vigilances très spécifiques, donc avec notamment les prescriptions dites particulières, soit des prescriptions anticipées, des prescriptions si besoin, des prescriptions orales. Ensuite, des prescriptions à haut risque, notamment enfants et personnes âgées, certains types de médicaments, stupéfiants, chimio, etc. Et le type de prescription,
entrée, sortie, ambulatoire, etc. Vigilance particulière sur un support unique, prescription, administration. Et vigilance aussi sur le déploiement de l'informatisation de la prescription. Donc, interface entre les services informatisés ou non. Et donc là, on vous a remis le petit check de l'ordonnance médicale. Donc voilà pour faire un petit rappel sur la partie prescription et les attendus au niveau de la dispensation. Ensuite, je laisse mes collègues de l'Omédit aller plus dans le détail au niveau de la dispensation. Oui, donc on va donc parler de la dispensation. Selon la fiche pédagogique de la prise en charge médicamenteuse de la HAS, la dispensation des médicaments, c'est quoi? C'est l'analyse pharmaceutique des prescriptions, c'est la préparation éventuelle des doses à administrer, c'est la délivrance des médicaments et c'est la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament. Ce n'est pas la dispensation des médicaments, juste une délivrance des médicaments, toute simple. Ce n'est pas un simple approvisionnement de médicaments et ce n'est pas qu'un sujet qui concerne la PUI, mais ça concerne bien l'ensemble de l'institution. Alors, on vous a rappelé donc le lien donc, de la fiche pédagogique HAS sur cette slide là aussi pour pouvoir la retrouver facilement. Et donc, les attendus au niveau de la visite, diapositive suivante, pour le volet dispensation, c'est donc 4 étapes que l'on va détailler donc, et qui vont être vérifiées par les experts visiteurs. Donc, l'étape de l'analyse pharmaceutique, l'étape de la préparation des doses à administrer ou PDA, l'étape de la délivrance des médicaments et l'étape de la mise à disposition des informations et des conseils. Donc, on va passer en revue la première étape qui est l'analyse pharmaceutique. Cette analyse, c'est un outil d'aide à la prescription médicamenteuse et donc ils iront voir les types d'analyses pharmaceutiques qui vont être faits au niveau de la prescription. Alors, ces actions de pharmacie clinique donc, dépendent de décrets, dont le décret du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur, donc qui définit les actions de pharmacie clinique. Et l'analyse pharmaceutique, c'est l'expertise donc pharmaceutique clinique des prescriptions et c'est ce qu'on va développer là maintenant. Donc on vous a mis pour rappel aussi un lien vers le décret du 21 mai 2019 si vous aviez besoin donc d'avoir des informations au regard. Donc diapositive suivante. Pour la pharmacie clinique, bien sûr, on se base sur la Société française de pharmacie clinique, la SFPC, qui donc a analysé le processus de pharmacie clinique que vous voyez donc schématisé là dessous, qui est vraiment donc un point de repère pour donc faire cette action de pharmacie clinique. Donc, vous avez les liens donc, qui permettent de vous y reporter donc, sur un lien donc, de 2018 de la SFPC et un lexique aussi que la SFPC a sorti en juin 2021 sur la pharmacie clinique qui peut vous aider sur les différentes terminologies donc, que l'on met au regard des mots que l'on utilise pour ce processus de pharmacie clinique. Donc, on va s'atteler à la première étape, donc, qui est la dispensation des produits de santé. Donc, pour cela, donc, on fait un zoom en fait sur ces analyses de pharmaceutiques des prescriptions. Et on vous parle aussi de cet arrêté du 28 novembre 2016 qui, en fait, parle de pharmacie clinique aussi au niveau des officines, des pharmacies mutualistes, des pharmacies de secours miniers qui sont aussi concernées par cette démarche. Donc, l'analyse pharmaceutique, c'est un outil, comme je disais, d'aide à la prescription médicamenteuse
ayant pour l'objectif de détecter les prescriptions inappropriées et d'organiser pour faire une analyse. Donc, on détecte quoi? Les interactions médicamenteuses, d'une part, mais pas que, si on pousse en fonction des niveaux d'analyse de pharmaceutique, donc de niveau 1 ou de niveau 2 ou de niveau 3, le niveau 1 étant donc juste les interactions recherchées, le niveau 2 étant vraiment d'aller jusqu'à l'analyse de la prescription avec des données biologiques, avec des données cliniques pour connaître le patient et pousser notre analyse pharmaceutique. Le niveau 3, c'est un suivi beaucoup plus complexe d'analyse au regard donc, des différents résultats donc, demandés pour le patient pour sa prise en charge. On rédige une intervention pharmaceutique, donc pour laisser une trace, bien sûr, on parle toujours de traçabilité en qualité, et donc l'analyse pharmaceutique, bien sûr, nécessite des informations concernant le patient, le traitement en cours. On va chercher toutes les informations dans le DP, dans le dossier patient de l'établissement pour donc faire une analyse correcte de la prescription du patient pour sécuriser sa prise en charge. Diapositive suivante. Alors, je suis désolée, hein, quand je passe, il y a un temps de... Il y a le temps que ça arrive sur l'île. Alors, en termes d'outils d'aide pour la priorisation en fait, des actions autour de l'analyse pharmaceutique, on a extrait trois grands points extraits du guide méthodologique pour l'élaboration en fait, de stratégies de pharmacie clinique. Donc, c'est issu d'un guide de stratégie dont on va vous parler un petit peu plus loin sur les kits outils liés vraiment à ce point clé-là de la fiche PECM. Le but étant en fait de cibler et de choisir les activités de pharmacie clinique qui vont contribuer à la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Donc ça se fera en fonction de médicaments à risque, de population à risque ou d'organisation à risque. Sachant plus que pour la partie organisation à risque, on s'articulera un petit peu plus vers une activité de conciliation, c'est le thème qu'on avait abordé sur le webinaire précédent. En exemple de priorisation d'analyse, par exemple, on va prendre un MAR, donc on va analyser pharmaceutiquement des prescriptions médicamenteuses de tous les patients qui sont traités par un anticoagulant oral, type AVK, type ACOD, ou on va analyser les prescriptions avec les stupéfiants ou avec des chimiothérapies de voie orale dans un établissement donné. En exemple de ciblage sur des patients à risque, on va décider d'analyser les prescriptions pour les patients âgés de plus de 75 ans avec une fonction rénale altérée, ou des patients âgés avec un seuil de nombre de traitements à l'admission supérieur à, ou des patients ayant un INR supérieur à 5 pendant leur séjour. Bon voilà, on vous a mis quelques exemples. Le but ensuite étant de formaliser ces critères, donc vraiment de limiter, du moins de bien décrire le périmètre des activités, là où on va faire de l'analyse, là où on va décider de faire de la conciliation, là où on va décider de faire plutôt des entretiens ou de l'éducation thérapeutique, et donc ça à définir dans une stratégie globale de pharmacie clinique de l'établissement. Et donc voilà, on vous ramène sur le guide méthodo proposé par l'Omédie de Pays de Loire qui date de septembre 2018, qu'on vous a mis en lien un petit peu plus bas, mais que j'ai repris sur le côté. Le but étant de mettre en œuvre la priorisation et pour ce faire, utiliser en fait un système de filtre pour avoir en fait vraiment des critères qui sont quantifiables et faire des filtres cliniques et de faire des filtres via des requêtes informatiques automatisées ou pas en fonction des disponibilités que peuvent vous permettre en fait votre lab ou votre dossier patient informatisé. Donc, le but étant que chaque établissement, diapositive suivante, le but étant que chaque établissement va prioriser en fonction des moyens dont il dispose. Donc, ça peut très bien prioriser par le choix d'un service qui peut être déjà une forme de ciblage pour le développement des activités de pharmacie clinique. Je voulais peut-être préciser aussi que l'analyse de pharmaceutique et les niveaux que j'ai énoncés, niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc de la qualité et de la précision de l'analyse pharmaceutique, étaient en fait à adapter avec les produits, les médicaments à risque. Donc, quand on a affaire donc, à une prescription avec un médicament à risque, on ira plus faire une analyse de niveau 2
on va chercher les résultats de laboratoire pour pouvoir donc faire une analyse plus fine quand on est face à des médicaments à risque, quand on a des patients à risque, où on va chercher donc les notions d'insuffisance rénale, les notions donc de kaliémie, les notions qui peuvent donc nous permettre d'affiner notre analyse pharmaceutique, de même pour les situations à risque. C'était un aparté que je voulais faire en complément pour l'analyse pharmaceutique. À côté de l'analyse pharmaceutique, donc on a pour le volet dispensation les préparations des doses à administrer, donc les PDA. Alors, la PDA, c'est un acte pharmaceutique, donc réalisé par le pharmacien ou le préparateur en pharmacie sous la responsabilité du pharmacien. La PDA, elle peut être de 3 types, soit manuelle, soit automatisée, soit semi-automatisée. Donc, manuelle, il faut que ça réponde aux règles strictes qui sont définies. Et donc, il faut que le médicament soit bien identifié, donc avec les noms, dosage, numéro de lot, date de péremption, et soit mis sous sachet avec donc un surétiquetage si donc ce n'est pas bien le médicament n'est pas bien identifié. Pour l'automatiser, le principe de fonctionnement de l'automate est de produire des sachets nominatifs par patient et par prise. C'est surtout donc pour les formes sèches ou les fractions de dose, mais donc c'est pas utilisé pour des médicaments qui seraient trop friables et bien sûr pour les stupéfiants qui ont une législation bien à part. En semi-automatisé, c'est une méthode manuelle avec une assistance par ordinateur. Pour le troisième étape du volet de dispensation, la délivrance. Alors, la délivrance, 3 organisations possibles. Donc, la délivrance individuelle nominative, donc DIN. Donc, les médicaments sont préparés par la PUI pour chaque patient et délivrés aux unités de soins en doses unitaires par patient. Donc, elle peut être en période, donc selon des périodes prédéterminées, soit donc période journalière de dispensation, hebdomadaire, bi-hebdomadaire, mensuelle. On peut retrouver plusieurs formes de dispensation, de délivrance individuelle nominative. La délivrance hebdomadaire individuelle ou DHIN pour donc une délivrance par semaine ou une GIN qu'on entend souvent pour une délivrance journalière. La délivrance qui peut donc être intéressante, c'est la délivrance reglobalisée, qui est une organisation intermédiaire donc entre le circuit de délivrance individuelle qui sécurise ce circuit complètement donc la prise en charge médicamenteuse, mais quand on ne peut pas aller donc juste cette délivrance individuelle, donc on peut faire du reglobalisé à partir des prescriptions nominatives et on donne les traitements aux services correspondant aux patients qui accueillent service authentique. La délivrance globale, elle, c'est vraiment une délivrance qu'il faut limiter au maximum, donc qui doit donc être avec une dotation de médicaments dans l'unité de soins et que cette dotation doit être déterminée conjointement entre le pharmacien et le médecin responsable de l'unité de soins pour éviter d'avoir des médicaments qui ne correspondent pas à leurs besoins et qui seraient source, par exemple, d'erreurs, donc par la présence d'un médicament qui n'est pas utilisé dans leurs unités de soins. Diapositive suivante. Alors, on a une question dans le chat. Quelle est la différence entre PDA à la pharmacie et préparation de traitement par les IDE? Alors, la PDA est un acte pharmaceutique, hein, déjà, parce qu'on va toucher en fait à un déconditionnement
déconditionnement potentiel ou un surconditionnement, voire un reconditionnement des médicaments. Et on doit s'assurer en fait derrière de faire en sorte que les spécialités qui vont subir entre guillemets la PDA puissent toujours rester identifiables jusqu'au lit du patient. La préparation en fait faite par des IDE, c'est une préparation de pilulés sur la base en fait de cet acte éventuellement de déconditionnement, reconditionnement, surconditionnement. C'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. Parce que dans la PDA, vous n'avez pas forcément que de la GIN ou de la DIN. Vous pouvez très bien, en fait... ouais. Il va y avoir, en fait, également, potentiellement, de la délivrance reglobalisée de produits surconditionnés, reconditionnés. En fait, bon, c'est du franco-français, là. Alors, pardon, excusez-moi. Je reprends sur la partie en fait donc PDA et délivrance des médicaments. On a voulu regrouper en fait les outils d'aide au développement des actions de pharmacie clinique. Et donc on vous propose en fait 2 kits de production ANAP, le kit organiser l'activité pharmaceutique et le kit en fait solution organisationnelle en pharmacie. Alors pourquoi? Parce qu'en fait dedans vous allez retrouver en fait le lien de téléchargement qui est ici. Si jamais vous avez quelques soucis, c'est un enregistrement gratuit sur le site de l'ANAP. Donc c'est vrai que là, c'est les liens que j'ai fait avec mes codes utilisateurs, mais c'est accessible facilement sous réserve d'enregistrement. Là, c'est pour vraiment récupérer l'ensemble des documents que vous voyez à côté qui sont décrits dans le kit outils et retour d'expérience. On retrouve notamment le guide SFPC de pharmacie clinique, les grilles de priorisation de services, les guides outils et les outils de priorisation des Omédites Normandie qui, là, en fait, étaient plus pour l'accompagnement de la version CAQES pour la région Normandie dans l'aide au déploiement justement des actions de pharmacie clinique. Une petite préférence pour le guide de stratégie pharmacie clinique de l'Omédite Pays de Loire, qui là vraiment donne des indicateurs et vraiment, voilà, il guide vraiment bien sur comment essayer d'organiser ses activités, comment prioriser ses activités. Et la fiche outil ANAP, en fait, sur les enjeux de l'informatisation de la conciliation dont on avait parlé dans le webinaire précédent. Le deuxième kit de production, deuxième diapo, s'il te plaît, Laurine, reprend plus en fait des descriptifs de démarches méthodo avec un certain nombre de documents, d'outils, de retours d'expérience sur pas mal de PUI. Donc, je vous ai listé en fait ici les différentes solutions organisationnelles. Vous avez les liens en fait directs vers chacune sur chacune des phrases que vous voyez en fait ici surlignées. Et je vous invite tout particulièrement à aller regarder la partie développement des compétences de management et d'accompagnement du changement dans les pharmacies. Alors c'est vrai que ce nom-là, ça fait un peu peur et on se dit mais quel rapport? Le rapport, c'est qu'en fait, vous allez trouver des boîtes à outils, entre guillemets, du manager, donc du pharmacien en PUI, avec des exemples commandes d'audit terrain, de cahiers de liaison, de cahiers de réflexion, de grilles d'évaluation du préparateur, des exemples de comment essayer de formaliser un ordre du jour autour d'une organisation, autour d'une réunion où on voudrait mettre plusieurs thèmes, en tout cas autour de la pharmacie clinique. Le deuxième kit intéressant, c'est réaliser et pérenniser un dialogue de gestion entre la pharmacie à usage intérieur et les services. Donc là, on est plus en fait sur une visibilité de la PUI, des actions de la PUI au sein d'un établissement. Et voilà, comment on représente la PUI et toutes les actions qu'elle va faire pour un établissement. Donc c'est par exemple comment l'identifier sur le site internet de l'établissement. Est-ce qu'il y a un livret d'accueil et quel type de livret d'accueil on peut faire pour la pharmacie? Comment on définit le circuit du médicament à l'intérieur du livret de l'établissement, des posters, des affiches. Et tout ce qui est partie communication extérieure, ça va plutôt être en fait livret d'accueil du patient, une plaquette en fait pour la rétrocession, expliquer que la PUI fait de la rétrocession. Est-ce qu'il y a l'activité de rétrocession auprès du patient? Voilà, vous allez retrouver en fait ces différentes ressources à l'intérieur de ces différents liens. Et le troisième kit qui est assez intéressant, c'est il y a un contrat en fait de PUI, toujours
toujours dans ce dialogue de gestion entre PUI et usage intérieur et service, il y a un exemple de contrat de PUI service chirurgical autour en fait de l'organisation des dotations, autour de l'organisation en fait des modes de délivrance, qui va faire quoi, à quelle fréquence, qui est responsable de quelle étape. Également tout ce qui est en fait organisation autour du rempotage dans les services. Donc ça, c'est vraiment en fait une procédure complète. Si ça peut inspirer entre guillemets certains, voilà, je vous invite vraiment à aller consulter ces outils. Il y a un exemple en fait de charte qui décrit vraiment le fonctionnement avec pour le service le rappel des heures d'ouverture, les coordonnées de la PUI, comment on va dispenser, quelles vont être les modalités de dispensation pour les médicaments, pour les DM, pour les STUP, pour les besoins urgents, qui va réceptionner, qui va transporter, qui va tracer, est-ce qu'il y a une procédure, tout ce qui est gestion de demande urgente, pardon, et puis détailler en fait voilà, la composition des dotations. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit vraiment les responsabilités des parties prenantes. C'est-à-dire que l'un dépend de l'autre pour essayer de synchroniser les temps médicaux avec les temps pharmaceutiques pour permettre en fait d'avoir vraiment une articulation chronologique entre la prescription, la validation, l'analyse, la préparation et derrière l'administration. On va retrouver aussi des exemples des missions de la pharmacie au sein du service. Donc voilà ce que vous allez pouvoir retrouver dans ces différents liens qu'on vous a mis, ces kits de production ANAP. Sur la dernière partie, donc la 4e étape, tu veux que je la fasse, Isabelle, ou... Je sais pas si je t'entends plus. T'as le micro qui est... Voilà, c'est pour ça que je t'entendais plus. Donc je pouvais parler, ça pouvait pas marcher, mais donc la diapo va bientôt arriver. Et en fait, oui, on va faire la 4e étape du volet dispensation, qui est la mise à disposition des informations et des conseils. Donc, c'est de donner les informations aux patients sur le bon usage des médicaments, qui consiste à utiliser le bon médicament, la bonne dose, la bonne manière, et en suivant l'avis du médecin ou du pharmacien et les recommandations qui s'y rapportent. On peut retrouver des informations donc à donner aux patients telles que comment bien lire son ordonnance, qu'est-ce que la DCI, comment bien prendre son médicament, ou des informations beaucoup plus spécifiques telles que l'heure de prise, le moment de la prise, les éventuels contrôles qui sont nécessaires, les risques donc des associations. Le pharmacien doit mettre à disposition des patients des outils d'information, donc sous forme d'affiches, de plaquettes, de flyers spécifiques, voire de vidéos, donc, que vous pouvez donc avoir à disposition. Diapositive suivante. On a une question. Est-ce qu'il y a des guides plus spécifiques pour l'HAD ? Alors là, comme ça, sur quelle étape, plus précisément? Sur une étape en particulier ou de manière générale, en fait C'était sur l'étape des actions de pharmacie clinique, des outils d'aide au développement. Alors, dans la NAP, je me souviens pas en avoir vu. Je me note et je vérifie parce que c'est vrai que j'ai téléchargé pas mal de ressources à NAP. J'ai essayé d'approprier celle qui était le plus rapport à la thématique du jour. Là, comme ça, je me souviens plus. Il me semble que j'avais vu sur des EHPAD, ça c'est sûr, mais sur du HAD, je suis pas certaine. Il faudrait que je retourne dans le détail des kits téléchargés. Comme on va interagir entre guillemets, j'aurai le temps de regarder et si je peux, j'apporterai une réponse d'ici le fin du webinaire. Et je vous orienterai sur ce que j'ai sous la main. Merci Cynthia. Ensuite, il y a pourra-t-on avoir le diaporama? Oui, on vous l'envoie suite au webinaire.
De souvenir, j'ai vraiment vu beaucoup de choses sur la partie EHPAD parce que justement, il y avait un peu des confusions. C'est des confusions, mais en même temps, il n'y en a pas non plus parce que sur Ça l'EHPAD, marche. ça peut être un peu compliqué avec le fait que tout ce qui est en fait déconditionnement, reconditionnement devient en fait un acte de pharmacie clinique et sous contrôle en fait, par le préparateur sous contrôle du pharmacien. Et dès qu'en fait, on va attaquer directement le pilulier, ça m'embête, les documents qu'on avait, on parle de PDA, mais pour moi, on n'est pas sur la description de l'activité de PDA telle qu'on l'entend en pharmacie clinique. Donc, je suis un peu embêtée avec cette question-là. En tous les cas, je l'ai noté. On va peut-être proposer à un moment donné, c'est de faire peut-être un webinaire, un focus sur l'HAD, si ça peut vous intéresser, sur la prise en charge médicamenteuse spécifiquement au niveau de l'HAD, et de pouvoir vous retrouver un maximum d'informations sur cette prise en charge qui n'est pas facile, puisqu'il fait intervenir à la fois des professionnels hospitaliers et des professionnels de ville, et c'est vraiment l'interaction entre tous les professionnels et la communication entre les professionnels qui permettent de pouvoir sécuriser la prise en charge médicamenteuse. Mais si vous le désirez, si ça peut vous convenir, donc on pourrait s'essayer à faire un webinaire HAD de prise en charge médicamenteuse. On a des réponses en disant que c'est une très bonne idée. On garde du coup l'idée. Alors, 06. Donc sur la partie en fait mise à disposition des informations et des conseils, le but était en fait de vous orienter sur des boîtes à outils qui permettaient en fait d'avoir des fiches vraiment à la fois à l'attention, à la destination en fait, des patients et à destination des professionnels. Donc on vous a fait le lien vers la boîte à outils AOD, notamment de Omédite Normandie, avec tous ces fiches patients liées aux anticoagulants. Donc, je ne sais pas si vous voulez en ouvrir une, et l'équivalent en fait en fiche professionnelle pour vraiment aider en fait à la prescription de ce type de molécules. On peut prendre, je sais pas, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez là sur le côté fiche conseil du Préviscan. Donc là, c'est vraiment une boîte à outils qui est dédiée à, aux AOD. Donc il y a juste un lien, il faudra vous méfier, il y a le lien vers le Saint-Tron qui ne marche plus, on a signalé à l'Omédite Normandie, où en fait on va voir vraiment les recommandations pour le professionnel, donc les présentations des différents dosages, les indications et puis les adaptations posologiques en fonction des indications et également les conseils à donner aux patients rapport en fait à leur moment de prise, au fait qu'ils soient écrasables ou pas. Donc ça vraiment, voilà, super. Il y a même un clic AVK aussi qui a été réalisé. Il y a un outil clic AVK qui a été fait il n'y a pas longtemps, qui doit être mis en lien sur la boîte à outils Normandie. Encore une fois, pour ceux qui ont suivi les webinaires précédents, et je le répète aujourd'hui, les différents outils qu'on vous a recensés rentrent dans une très grande boîte à outils Réseau Médite qui, d'ici, on l'espère, la fin de l'année, va recenser par critères de certification l'ensemble des outils de toutes les régions, en fait, un pot commun de tous les outils avec les actualisations. Le but, en fait, étant vraiment de ne pas être redondant sur des outils proposés et de pouvoir, voilà, faire aussi un peu une cartographie de ce que les différents Omédites proposent et de voir si y a des choses encore sur lesquelles il va falloir qu'on travaille en complément pour les établissements dans le cadre de la certification. Une deuxième boîte à outils qu'on a trouvée intéressante, donc diapo suivante, c'est tout ce qui est en fait la boîte à outils liée aux fiches de bon usage des cytotoxiques. Donc là, on vous a fait le lien vers la boîte à outils du réseau Onco Hauts-de-France, dont on vous a réindiqué en fait l'adresse, où vous allez retrouver entre autres donc les fiches anticancéreuses des voies pour la voie orale, et puis un certain nombre de fiches professionnelles pour la consultation
réorientation, donc aux gériatries, les soins palliatifs, et pour les patients et les proches, des conseils liés aux fiches des effets indésirables, des brochures également. Donc là, on vous a mis en extrait la fiche conseil patient Afatinib, et on vous a mis les liens vers les boîtes à outils complémentaires d'autres régions, dont notamment Onco-Occitanie sur les fiches effets secondaires des traitements par produit et ou protocole. C'est vrai que cette boîte à outils-là, elle est particulière par rapport aux autres parce qu'elle prend le propos du protocole et pas forcément celui du produit. Donc voilà, ça c'est par rapport en fait à celle des deux autres, on est toujours sur en fait un rangement par spécialité. Et une seconde boîte à outils qui a été mise en commun tout récemment entre Bretagne, Normandie et Pays de Loire. Donc là, vous retrouvez directement, hein, pareil, sous les liens surlignés de Bretagne, de Normandie et Pays de Loire, le pointage vers les boîtes à outils cancéreux de ces 3 régions. Mais dans tous les cas, les fiches sont communes. Elles ont été traduites en plus il y a peu de temps en anglais. Et là, en fait, on est sur une mise à disposition d'outils et de fiches pour les anticancéreux par voie orale. Et en complément, on a des fiches, en fait, outils un peu plus généralistes sur la gestion du traitement et de ses toxicités, sur les effets indésirables, sur des conseils plus généraux autour du médicament anticancéreux, avec des fiches à destination des médecins généralistes, à destination des pharmaciens, à destination des infirmiers, à destination des patients, tout en reprenant en fait tous les logos, toute l'infographie que vous pouvez retrouver en fait dans les fiches dédiées pour chaque spécialité. Et on retrouve également donc tout ce qui est gestion des effets indésirables liés au traitement anticancéreux par voie orale. La dernière boîte à outils, parce qu'on ne pouvait pas tous les citer, mais c'est vrai que bon, on n'avait pas forcément parlé beaucoup des établissements psy ou des activités psy dans les précédents webinaires. On a voulu en fait recenser une sorte de boîte à outils psychotrope. Donc on vous a fait un lien vers la boîte à outils psychotrope qui reprend le tableau que vous voyez sur le côté. Ah, il y a un petit décalage, je pense, ou c'est moi. Voilà, donc vous avez en fait ici le lien boîte à outils psychotrope qui reprend en fait le tableau que vous voyez à côté par type de psychotrope, antidépresseur, benzo, neuroleptique. Donc elle est hébergée par Omédit de Pays de Loire et elle reprend en fait des algorithmes de déprescription, d'outils d'aide à la substitution, et elle reprend entre autres également toutes les fiches d'information que vous trouverez sur le réseau PIC. Alors, le réseau PIC, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est vraiment dédié en fait aux médicaments psychiatriques. Et c'est pareil, vous avez des fiches d'information médicaments déclinées en fait. Oups, le lien ne se fait pas. Si, tu l'as. Je ne sais pas si vous y arrivez ou pas. Hop, hop. Ça arrive. Hein. Ça arrive, voilà. Donc, il y a un peu moins de 200 médicaments psychotropes qui existent et le réseau PIC a quand même rédigé 98% en fait des fiches correspondantes. Donc c'est pareil, hein, ça se présente sous forme de présentation de ce produit. Ça reprend en fait les critères de conservation, les bénéfices attendus, des conseils liés à la prise, que faire en cas d'oubli de prise et quel type d'effets indésirables on peut apparaître. Et il y a une traduction également des effets indésirables pour les patients avec des recommandations liées au type d'effets indésirables, à savoir, voilà, en cas de somnolence, évitez de conduire ou d'utiliser, parlez-en à votre médecin. Si vous avez des impatiences, pareil. Donc il y a un certain nombre d'informations et l'infographie, pareil, est assez plaisante. Et puis c'est une mine d'informations avec à la clé également sous le répertoire complet des médicaments qui sont gérés par ordre alphabétique, un guide d'information des médicaments psychotropes, et c'est accessible à la fois aux professionnels de santé mais également aux patients et à leurs proches, hein, sachant que quand vous êtes professionnel de santé, forcément, vous vous identifiez et vous avez accès à
un peu plus de données. Et le dernier lien qu'on vous a fait pour la boîte à outils Psychotrope, bah, ce sont les fiches PTMI. Alors, c'est des fiches que l'Omédite Hauts-de-France et l'Omédite Centre-Val de Loire ont rédigées de manière commune. On a été, en fait, à l'origine, c'était Centre-Val de Loire qui avait démarré et ils nous ont associés à ces rédactions de PTMI. Notamment sur les 3 derniers, avec le Xeplion, l'Abilify maintenant, et puis le Zip Adera. Donc là, on vous a refait le lien vers le site Omédite Hauts-de-France. Et ce que c'est qu'un PTMI, c'est vraiment un outil d'aide à l'administration, un protocole thérapeutique médicamenteux infirmier, pour aider en fait les infirmières à préparer, à reconstituer correctement par rapport à une prescription, médicale. Donc, pareil, il y a un gros travail qui a été fait avec toute la partie étape de reconstitution, l'adaptation aux différents dosages et volumes de solvants à rajouter pour permettre d'obtenir en fait la bonne dose, la bonne concentration, la bonne dose, des conseils vraiment liés autour de l'étape de reconstitution, autour de la vérification visuelle des différents produits et les volumes finaux en fait à injecter et où les injecter. C'est vraiment des appuis pour des produits où on n'a pas forcément l'habitude d'être confronté à ce type de produits. On va se lancer d'ailleurs sur d'autres classes thérapeutiques pour ce type d'outils. On en a fini avec la première partie liée à la dispensation. Laurine, je te laisse reprendre le relais. Oui. Alors, du coup, si on reprend donc en résumé cette partie dispensation, donc on retrouve bien les 4 étapes, comme on a vu là ensemble. Donc, l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, donc avec quelle est l'organisation, quelles données sont accessibles aux pharmaciens, quels sont les moyens humains disponibles à la pharmacie, quelles sont les priorités en matière d'analyse. Au niveau de la réalisation, comment est-elle réalisée selon les profils de patients et des services? Au niveau de la prise en compte, avis pharmaceutique est-il pris en compte par les médecins, etc. Ensuite, on a la deuxième partie sur la préparation éventuelle des doses à administrer avec les modes de préparation des médicaments qui sont réalisés à l'établissement, leur adaptation et leur sécurisation en fonction des services, des profils de patients et en routine, hors routine. Ensuite, on a la troisième partie sur la délivrance des médicaments avec le mode de délivrance des médicaments. Est-ce que c'est un mode de délivrance individuel nominative? Est-ce que c'est global, reglobalisé, etc. Ça, on a vu à chaque fois dans le tableau les différents modes et leur adaptation et leur sécurisation en fonction des services, des profils patients, en routine et hors routine. Et ensuite, donc en quatrième partie, donc la mise à disposition d'infos et de conseils, donc avec les documents remis aux patients sur les informations à délivrer et les conseils et outils sur le bon usage mis à disposition des professionnels. Donc voilà, c'est un petit résumé sur tout ce qui vient d'être évoqué sur la dispensation. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la partie approvisionnement, transport et stockage? Je vois qu'il y a une question. Les IDE sont-elles autorisées à réaliser la préparation des piluliers? Oui. Ouais, moi aussi, je ne comprends pas la question, mais oui, les IDE sont bien autorisés à réaliser préparation des piluliers. Je ne sais pas s'il y avait... Oui, il y avait un contexte peut-être particulier. Un contexte particulier. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie dispensation? Du coup, je vous propose de continuer donc sur la partie donc approvisionnement, transport et stockage des produits de santé.
Donc, on retrouve dans le critère, au niveau du chapitre 2, les équipes de soins, donc dans le critère 2.3. Les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique, donc on retrouve en critère numéro 7, l'approvisionnement, le stockage et l'accès aux produits de santé sont réalisés conformément aux recommandations de bonne pratique. Donc on retrouve les méthodes d'investigation, on les verra juste ensuite, les références HAS, donc vous pouvez vous aider de l'outil de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments également, et toutes les références en lien. Donc, si on reprend ce critère, ce critère sera évalué soit sous forme d'observation ou via un traceur ciblé. Donc, au niveau du traceur ciblé, donc on ira voir si les professionnels, si au niveau des modalités d'approvisionnement, est-ce qu'elles sont définies, notamment pour parer à tout besoin urgent de produits de santé. Et est-ce que les équipes dispensent les produits de santé au bon moment, notamment dans des situations urgentes. Ensuite, au niveau de la gouvernance, donc on ira voir si l'approvisionnement des produits de santé répond aux besoins des professionnels et si les risques liés aux ruptures de stock sont identifiés et font l'objet d'actions palliatives. Et ensuite, donc au niveau des observations, donc les observations, c'est concomitant à toutes les méthodes, donc c'est vrai qu'on les retrouve au niveau des traceurs ciblés. On ira voir si les conditions de transport des produits de santé sont adaptées. Est-ce que les produits sont dans des boîtes fermées, des conteneurs sécurisés? Est-ce que la conservation au froid est respectée, etc. Au niveau des stockages des produits de santé, est-ce que c'est sécurisé, notamment pour les produits à risque? Au niveau des stockages des produits de santé, est-ce que c'est fait dans les bonnes conditions de conservation? Est-ce qu'il y a l'absence de produits périmés? C'est vrai qu'au niveau de ces observations pour la certification V2020, au niveau des retours d'expérience des premières visites de certification, les experts visiteurs sont beaucoup sur le terrain, observent énormément les professionnels. Donc, c'est vrai que peut-être un point particulier sur les observations où du coup, il sera peut-être important pour vous également de vous évaluer. Alors, je laisse la main du coup à Cynthia et Isabelle pour aller un peu plus dans le détail au niveau de l'approvisionnement, du stockage et du transport. Oui, par rapport à l'approvisionnement, stockage, transport sur la fiche pédagogique pour HAS, donc 3 étapes sont retrouvées, une étape de gestion des commandes pour l'approvisionnement, une étape de transport des produits de santé, une étape des règles de stockage. Elle vous donne en fait des informations, donc d'une part sur l'approvisionnement, avec donc la mise en évidence des différents types de commandes possibles, standardisées ou urgentes, donc la gestion des ruptures de stock. Sur le transport, donc c'est le responsable du transport est identifié, les conditions de transport sont adaptées. Au niveau de la réception aux unités de soins, donc il y a une organisation qui est mise en place. Donc, bien sûr, l'entretien des moyens de transport qui sont organisés, la traçabilité des contrôles, et au niveau du stockage, c'est donc le respect de la sécurité, de la confidentialité, de l'hygiène, de l'ergonomie et de la fiabilité. Donc, on vous a remis le lien vers la fiche pédagogique HAS sur ce sujet-là. Donc, on va au niveau des attendus de visite, donc on va repartir sur les 3 grandes étapes donc, que l'on vous a remis pour après les dérouler. Donc, l'étape de gestion des commandes et approvisionnement, le transport des produits de santé et le stockage. Donc, la diapositive va arriver. Voilà, donc où vous avez les informations principales sur chaque étape. Et on va vous les dérouler sur la diapositive suivante avec le premier volet approvisionnement. Donc l'approvisionnement, c'est le processus logistique pour apporter les produits de santé. Donc, du fournisseur jusqu'au patient.
Donc, il y a une collaboration à avoir entre les différents intervenants pour que l'approvisionnement se fasse de façon de qualité. L'HAS fait donc un focus sur les risques qui peuvent y avoir lors des besoins urgents de produits de santé. Donc, faire une organisation à ce niveau-là pour éviter les risques. Donc, l'approvisionnement doit répondre aux besoins des professionnels pour prendre en charge le patient. Et le risque de rupture de stock doit bien sûr être identifié pour mettre des actions en œuvre pour pallier à ces problèmes de rupture de stock qui sont de plus en plus croissants. Donc, vous avez au niveau de l'ANSM, en fait, toutes les ruptures et les retards d'approvisionnement ou problèmes d'approvisionnement, et vous en êtes donc de plus en plus impacté. Je laisse la parole à Cynthia par rapport aux outils qui peuvent être mis à disposition sur cette étape d'approvisionnement. Alors sur la partie voilà, appro, on vous a mis un lien outil. Bon, le but étant vraiment, nous on s'appuyait sur la partie fiche pédagogique PECM. Donc c'est vrai que sur la partie appro, ce qu'il va falloir s'attendre à être retrouvé, c'est des procédures de gestion de commande. Gestion de commande par vos PUI, gestion de commande par vos services. Donc ce qu'on doit pouvoir observer, c'est des commandes type standard, des commandes de type besoin urgent. Le visiteur expert doit pouvoir comprendre comment vont être gérées les ruptures des stocks, comme le disait Isabelle, à la fois par les services et par la pharmacie. Et la gouvernance va être interrogée sur la prise en compte de ces besoins et des actions en fait, qui vont être mises en place en cas de rupture de stock. D'où la notion voilà, peut-être d'évaluation de ces listes d'équivalents thérapeutiques. Si j'ai pas l'un, vers quoi je bascule. Donc là, nous, on vous a fait un focus sur une procédure qui venait d'une fiche de bonne pratique, bon usage des Médite, Centre-Val de Loire, sur des modalités d'approvisionnement des produits en dehors des heures d'ouverture de la PUI. Donc ça reprend en fait l'explication de la dispensation au sein de l'établissement, qui peut dispenser au sein de l'établissement, quels sont les accès à la PUI, quelles sont les recommandations autour de l'organisation d'une permanence pharmaceutique, et derrière qui va s'organiser et à quel niveau d'organisation on va se mettre en fonction en fait du besoin. Tu peux essayer de mettre plus en évidence la deuxième page, Laurine, s'il te plaît. Il y a un logigramme en fait, il y a un logigramme derrière, voilà, de processus d'appro en dehors des heures d'ouverture. Bon, là, ça en est un exemple, mais vous avez déjà tous ça normalement dans vos bacs. Et si c'est pas le cas, on vous invite à vous en inspirer. Voilà, j'ai la prescription, j'ai le besoin d'un produit de santé, il est en stock, oui, non. La PUI est-elle ouverte, oui, non. Si elle n'est pas ouverte, quelle est la procédure d'approvisionnement en dehors de mes heures d'ouverture? Et ces horaires doivent être clairement identifiés, clairement compris par les unités de soins. Et derrière, comment je me dépanne? Est-ce que j'ai un stock de dotation besoin urgent? Je m'y dépanne. Si ce n'est pas possible, est-ce que j'ai une dotation besoin urgent dans un autre service ou une dotation de besoin urgent plus pour le compte d'un établissement et pour le compte de l'établissement global et porté par un service? Et si pas, est-ce que j'ai une permanence pharmaceutique? J'appelle le pharmacien d'astreinte ou je contacte le pharmacien en fait d'officine, le pharmacien de garde. Donc voilà, ça vraiment c'est une adaptation d'un logigramme d'appro en dehors des heures d'ouverture. Ensuite, sur la partie, donc sur le deuxième volet qui est le volet en fait transport, là vous aurez un petit peu plus d'outils. Donc vous devez en fait définir au sein de votre établissement comment est organisé votre transport, que vous ayez ou pas une PUI, quelle sécurité vous allez mettre, quelle traçabilité vous allez mettre. Ça, c'est l'étape, entre guillemets, c'est vraiment les étapes attendues. Il faut absolument que le responsable du transport soit identifié.
il faut que les conditions de transport des produits de santé soient respectées, que les bacs de transport, les matériels de transport que vous utilisiez soient dédiés à ça, soient clairement identifiés et respecter en fait les conditions de conservation des produits. On pense notamment à la chaîne du froid. Quelle est l'organisation également autour de la réception et quelle traçabilité vous allez faire autour de toutes ces étapes. Donc là, en fait, on vous a mis plusieurs guides, plusieurs versions sur les circuits des médicaments thermosensibles, une version PUI, une version unité de soins, des outils pour les produits thermosensibles. Donc, ce qu'on peut peut-être faire, c'est ouvrir, par exemple, le circuit des médicaments thermosensibles en unité de soins. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a en version Île-de-France, il y en a en version Normandie. Là, c'est vrai qu'on a pointé sur l'outil Normandie, mais il y a l'outil Île-de-France qui est très, très bien aussi. Mais de toute façon, c'est pareil, hein. Ces outils, à terme, vous les retrouverez dans un... Bon, j'ai l'impression que ça ne s'ouvre pas. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème avec le lien, sauf si toi, tu y arrives. Alors moi, ça s'ouvre, mais je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, ça... Du coup, j'arrive ça sur bug une un grille. peu, ouais. Sur Voilà, une grille donc là, en Excel. fait, c'est voilà, processus de maîtrise de la chaîne du froid pour les médicaments thermosensibles. Donc c'est vraiment, ça permet de faire un focus en fait sur comment est organisée la chaîne du froid autour dans l'établissement. Bon, moi j'ai un petit souci pour l'ouvrir. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, vous devez en fait vraiment faire comprendre quelle est l'organisation et quels sont les acteurs qui sont impliqués dans le transport, en tenant compte des risques, notamment, on en avait déjà parlé, rapport également aux médicaments à risque, dans le fait de les dispenser et de les transporter peut-être de manière commune ou distincte en fonction du risque que ça représente dans votre établissement, des conditions de conservation et également des conditions de confidentialité. Donc, comme je le disais, vous devez vérifier que le responsable du transport des médicaments entre la PUI et les unités fonctionnelles soit identifié, que les conditions de transport des médicaments soient adaptées, hein, des chariots, des containers identifiés, scellés, des chaînes de froid respectées, des confidentialités de données de patients respectées quand vous faites de la délivrance nominative. Et puis vous devez montrer qu'en fait vous avez une organisation également de transport de besoins urgents. Pour les produits justement en demande besoin urgent, bon de dépannage, ou pour des produits qui ont une faible stabilité. Vous devez également montrer que vous avez une organisation de la réception de vos produits de santé. Où est-ce que ça se fait? Qui le fait? Et qui le contrôle? Et vous devez prouver également que vous entretenez vos moyens de transport. Pareil, qui le fait, comment c'est, et est-ce que c'est tracé? Donc, et toute cette traçabilité de contrôle, départ, arrivée, hygiène, doit pouvoir être retrouvée parce qu'on peut très bien s'attendre en fait à un rapprochement, par exemple, entre un bon de réception et un bon de commande. Dans un bon de demande dans les médicaments, un bon de demande de médicaments dans une unité avec un bon de réception. Voilà ce qu'on va attendre en fait sur ce volet transport. Sur le dernier volet, alors le volet stockage, là c'est un des plus gros volets qui est systématiquement en fait visité, hein. Il faut vous attendre à aller vérifier directement dans les services la sécurisation. Et quand je parle des services, c'est également vos PUI, hein, vos PUI et vos services de soins. Et cette sécurisation, plus particulièrement, doit être faite sur les médicaments à risque. Et ces conditions de stockage doivent également être respectées. Et le stockage de ces produits de santé, exactement comme pour le transport, et encore plus sur le stockage, doit se faire dans de bonnes conditions de conservation. On n'est pas censé retrouver, entre autres, de produits périmés en stock. Donc là-dessus, un certain nombre, on va vous montrer déjà quelques outils, et on a replacé après des règles générales définies pour le volet stockage. Ce qui est important en fait de comprendre sur ce volet, c'est que c'est pas la seule responsabilité des pharmaciens. Là, c'est vraiment des responsabilités qui sont communes. Des responsabilités entre le pharmacien et les cadres de santé, des responsabilités entre le pharmacien et le responsable de l'unité, au regard en fait du rangement qu'on va vouloir faire dans l'unité de soins, dans la définition également de qui commande à quelle fréquence, qui va réceptionner. Et entre le médecin et le pharmacien, c'est rapport aussi à la création et à la réévaluation en fait, des dotations du service pour pouvoir faire face dans l'unité en fait, aux demandes, aux besoins et notamment aux besoins urgents.
Et le pharmacien, lui, va être plus, le pharmacien de l'équipe pharmaceutique, va être plus là dans le contrôle et le respect en fait de l'étiquetage, des quantités qui vont être dotées et des conditions de stockage des médicaments dans les unités. Donc là, on vous a fait en fait focus sur plusieurs outils. Alors, un outil de l'Omedit Centre sur une évaluation en fait des pratiques professionnelles sur la qualité du transport et du stockage des produits pharmaceutiques dans les unités de soins. Un outil aussi sur la partie sécurisation du stockage des insulines. Parce que bon, ça reprenait en fait le transport d'un produit thermosensible, et un audit stockage, étiquetage des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux stériles. Voilà, là vous voyez entre autres l'audit stockage de l'Omedit en fait Centre Val-de-Loire sur le respect du stockage et étiquetage avec toute la compréhension autour en fait des logos qu'on va pouvoir retrouver sur les différents petits pictogrammes en fait qu'on va retrouver sur les boîtages DDM et les principales recommandations autour en fait de l'intégrité des conditionnements DDM, ce que va signifier le pictogramme, ce que va signifier comment on interprète la date d'expiration, comment on conserve, et en fait on peut utiliser ça pour vraiment venir évaluer en fait rapidement en fait le personnel qui manipule au quotidien les dispositifs et savoir leur niveau de compréhension de leur connaissance, leur niveau de connaissance, leur niveau de compréhension autour de la lecture des symboles et des étiquettes qui sont présents sur les dispositifs médicaux. On vous a refait un lien aussi, on a réactualisé avec RSQ la grille audit Quick Froid qu'on a remis à jour avec RSQ, et on l'a repositionné sur le site de l'Omedit Hauts-de-France. Donc je vous ai remis le lien, le chemin d'accès en visuel. Donc dans le chapitre bon usage, circuit du médicament, audit chaîne du froid, et là vous aurez un accès direct à la page. C'est un Excel à venir télécharger. Donc si vous voulez vous auditer rapidement, comme son nom l'indique, sur cette chaîne du froid, vous avez un outil Excel à disposition, et on mettra à terme l'audit, la grille traceur ciblé insuline qu'on est en train de tester, pareil avec nos collègues de RSQ. On a encore un établissement à auditer, et puis on remodifiera un petit peu la grille et on la proposera d'ici début 2022, je pense, Laurine, aux différents établissements. Oui, Isabelle, je pense te laisse. Oui, je pense le temps de terminer les tests, d'ajuster la grille, on pourra la proposer à l'ensemble des établissements en début d'année. Ouais. Alors, je vois qu'il y a des questions, je ne sais pas si... Alors, on a une question: si le transport est effectué par les préparateurs en pharmacie jusqu'à la salle de soins, les caisses doivent-elles être scellées? Alors ça, c'est à juger au niveau de l'institution, en fait, du degré de sécurisation que l'institution veut avoir au regard de leur organisation. Les préparateurs en pharmacie sont donc des professionnels de santé. Quand bien même ils passent dans des couloirs, ils transportent des médicaments, il peut toujours y avoir un risque. Là, c'est donc à l'institution de sécuriser en fonction de leur organisation. Je ne sais pas si Cynthia, tu veux rajouter.
Sur la partie sceller les containers, en fait, c'est vrai que ça dépend le risque que vous évaluez. Moi, j'aurais tendance à faire sceller les caisses, mine de rien. Après, tout dépend du produit transporté. J'aurais tendance à vous dire, ça me paraît indispensable, par exemple, sur du stup. Après, si vous estimez que le fait de mettre un professionnel de santé qui véhicule lui-même lui-même le médicament vaut sécurité, non, en certif, ça passait pas toujours, hein. En tout cas, quand c'était des IDE, on sait que ça passait pas forcément, hein, le fait qu'on n'était pas dans des containers dédiés, des chariots scellés, ce genre de choses, hein. Donc, moi, j'aurais tendance en fait, à verrouiller les systèmes de transport, y compris quand on n'est pas à l'abri en fait d'une interruption, parce que c'est ça ce que je veux dire. On n'est pas à l'abri d'une interruption sur le chemin, une discussion, des choses comme ça, quelque chose qui se renverse. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on reste sur un transport sécurisé, fermé, dans des containers dédiés et identifiés. Je vois le responsable du transport que vous évoquez, personne physique qui transporte les traitements en service. Nous n'avons pas de service logistique. Responsable du transport que vous évoquez est-elle une personne physique? Après, si vous pouvez prendre la parole, hein, parce que par moment, c'est vrai que... Là, c'est toujours pareil, c'est l'organisation de l'établissement qui fait que la personne doit être identifiée. Donc, si il n'y a pas de logistique, comment vous vous êtes organisé dans ce cadre-là? C'est les établissements, les services, les professionnels du service qui viennent donc chercher les médicaments, ou à l'inverse, c'est vos professionnels de PUI qui vont porter les médicaments dans les services. À partir de là, de toute façon, ça doit être organisé, identifié, il doit y avoir une procédure au regard de cette organisation-là. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que dans votre procédure de circuit du médicament, sur la partie transport, on sache clairement qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Ensuite, on a une question. Dans une salle de soins fermée, l'armoire à pharmacie peut-elle rester ouverte? Les recommandations, c'est fermer. Non. Moi, j'aurais dit aussi. S'il n'y a plus personne dans la salle, pourquoi est-ce que voilà, est-ce que on dirait ce qui est dit, c'est qu'il faut sécuriser l'accès aux médicaments par tout moyen qui ressemble en fait à une armoire ou une salle fermée. Pourquoi l'armoire reste ouverte? C'est porte ouverte et salle fermée. Et l'accès au coffre, il se fait comment? Il y a un contrôle d'accès. Les risques que vous prenez par rapport aux produits de santé. Donc, à vous de gérer justement ces risques, sachant que au mieux, c'est effectivement de limiter les accès, donc de fermer les portes pour qu'il y ait le moins de risques possible par rapport à ces produits-là, donc qui sont des produits quand même spécifiques, qui ne doivent pas être à la portée de tout le monde. C'est toujours la question. Ce qu'on nous dit, voilà, excuse-moi Isabelle, ce qu'on nous dit dans les textes dans tous les cas, c'est que voilà, on connaît le côté pratico-pratique aussi de la porte qu'on va refermer l'unité soin en laissant éventuellement la porte de l'armoire de dotation ouverte. Mais c'est vrai que ce qu'on nous dit, c'est que les médicaments doivent être tenus dans des locaux ou des dispositifs de rangement fermés à clé ou des digicodes qui vont assurer la même sécurité, et que dans tous les cas, après, on assure un mode de transmission de ce verrouillage entre
les infirmiers. Et que tout ça, ça doit être décrit. Et qu'en dehors, en fait, des périodes d'utilisation, bon, bah, on est censé maintenir verrouillé les accès au stock. Après, on sait très bien que dans l'urgence et la pratique, il y a toujours une porte qui peut rester ouverte et compagnie, mais on ne peut pas vous dire l'inverse. C'est-à-dire que voilà, l'accès aux médicaments doit être sécurisé, doit être verrouillé. Dans la pratique, les IDE viennent indifféremment chercher les caisses. Ici, c'est un gros baraquet. Merci Agnès. Pour ça, je suppose que c'était en rapport avec le transport des produits de santé par des préparateurs en pharmacie. Ok, très bien, oui. Alors, dans la pratique, sinon, alors par contre, j'aimerais comprendre, les IDE viennent indifféremment chercher les caisses, est-ce admissible? Est-ce que vous pouvez décrire, parce qu'on a des petits décalages? Juste en dessous, c'est décrit bonjour pour les stupéfiants. Le texte, donc arrêté du 12 mars 2013, précise que les stupes doivent être remis uniquement au cadre de santé ou à un infirmier diplômé d'État désigné en établissement de santé par le chef de pôle ou le médecin responsable de la structure interne. Dans la pratique, les IDE viennent indifféremment chercher les caisses. Ah d'accord, j'avais pas compris le lien. Il faut définir à ce moment-là la règle. Est-ce que cette infirmière, elle est désignée en tant que référente stup? Vous pouvez faire une délégation en fait de cette transmission entre guillemets des stupéfiants. Mais il faut que ça soit défini. Est-ce que ça veut dire que les stupéfiants sont délivrés dans les caisses avec les autres traitements? Est-ce que c'est ça votre propos ou c'est bien distinct, c'est bien vous distinguez ce que je veux dire, c'est est-ce que vous distinguez bien la délivrance en fait des stupes auprès d'infirmiers avec le fait de les donner en main propre de la délivrance entre guillemets des autres types de médicaments? Ça, on n'a pas fait de désignation d'un IDE particulier. D'accord. Après, c'est l'organisation au niveau institutionnel et au niveau des services à respecter quand même cet arrêté du 12 mars 2013 qui donc indique noir sur blanc que ça doit être remis au cadre de santé ou aux infirmiers ou aux IDE désignés. Et c'est une question toujours de responsabilité. Donc, on doit quand même se conforter à nos arrêtés, à nos décrets pour mettre un maximum de sécurité autour en particulier de ces produits, de ces médicaments à risque, parce qu'il y a toujours potentiellement un risque que voilà, une infirmière nouvellement arrivée vienne chercher les stupéfiants et donc puisse poser problème, ou même une ancienne infirmière des problèmes. Le service connaît ses professionnels, l'institution connaît les professionnels, et dans ce cadre-là, doit vraiment assurer donc l'approvisionnement des stupéfiants pour sécuriser en fait cet approvisionnement. C'est de la responsabilité institutionnelle. Et pour répondre à votre complément de demande, le fait que, oui, bien sûr, l'infirmière ne peut pas être présente 24/24, on comprend complètement, mais dans tous les cas, vous tracez à qui vous délivrez. Donc, vous avez, entre guillemets, un référent, un ou des référents infirmiers plus stup au sein de vos services, et derrière, quand ils sont absents, dans tous les cas, vous tracez à qui vous délivrez. Donc là, vous avez identifié votre délivrance. Voilà, c'est ça, ils émargent. Merci, Madame Coffin. Nous demandons le badge professionnel des IDE venant chercher les stupes et ils émargent. Voilà, excusez-moi, c'est le terme que je recherchais, l'émargement en fait du bon de délivrance des stupéfiants. Donc que ça soit tracé pour sécuriser.
Transport en HAD au domicile, scellé, hors stupéfiants, médicaments à risque, oui. Encore plus sur du transport extérieur, inter-établissement. On récupérera, hein, vous inquiétez pas, parce que là, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur le côté. Encore une fois, toutes vos questions sont collectées. Celles auxquelles on n'arriverait pas à répondre ou qui nécessiteraient un complément de réponse feront partie d'une foire à questions auquel voilà, on prendra le temps de tout colléger, de tout rassembler par thématique et d'apporter les réponses qu'il faudrait. Et j'en profite pour rappeler éventuellement, si vous n'étiez pas là lors des précédents webinaires, certaines de vos questions vont être mises pareil dans un pot commun foire à questions réseau Médit avec voilà, sur des questions un petit peu plus compliquées ou des questions un petit peu moins pharmaceutiques, si je peux dire, ou qui nécessiteraient un regard HS. On se permettra d'envoyer un droit de réponse en fait à HS pour y répondre de manière un petit peu plus formelle. On va avancer parce que là, il est déjà, je ne vais pas me faire mettre du temps, mais on a un engagement à 15 heures. Alors, par rapport aux règles générales sur le stockage, donc on vous rappelle les règles de rangement des médicaments et des dispositifs dans l'unité doivent être identifiées. Des procédures pour les commandes, la réception et les conditions de stockage des médicaments doivent être faites. Il doit y avoir des dotations de médicaments pour besoins urgents. Le mode de détention doit être identifié. On respecte les règles d'étiquetage de conservation des médicaments. On identifie les médicaments à risque au niveau du stockage. On réalise aussi des audits réguliers dans les unités de soins et surtout, donc, on communique les résultats des audits au niveau des équipes de soins. On fait ce qu'on faisait avant, quoi, des visites de pharmacie pour voir la conformité du stockage, donc voir aussi au niveau des périmés et donc organiser ce stockage. Et ça doit bien sûr donc être sous la responsabilité de chacun. Donc là, on vous a mis des petites photos, hein, mais bon, encore vu il y a peu de temps. Oui, le local de stockage des bouteilles de gaz à usage médical, un local de stockage des produits inflammables, hein, à même le sol. Et donc, d'ailleurs, si tu peux passer la diapo, voilà, c'était des conditions de stockage et transport à améliorer. Là, ici, voilà, du stockage de produits de santé dans des locaux pas forcément très hygiéniques, des conditions, des armoires de transport. En termes de sécurisation, ça devient un peu compliqué, hein. Ils sont tellement abîmés qu'on n'arrive plus à les fermer. Et donc, ce qu'on ne veut plus voir, voilà. Donc, ce qui nécessite donc une organisation, alors stockage à l'APUI, une organisation de l'APUI avec des aires de réception, des aires de stockage, des aires de distribution et de dispensation qui vont être adaptées à l'activité. On doit essayer d'avoir des dimensions de locaux qui permettent vraiment d'avoir des zones spécialisées en fonction de la nature des produits détenus et des dimensions qui permettent une circulation en fait aisée, pas de stockage à même le sol, hein, avec une hauteur minimale pour pallier notamment au risque d'inondation. Je pense qu'on est quelques-uns à avoir connu pharmacie et encore maintenant en sous-sol inondé dès que la météo non clémente du Nord, bon, une Picardie aussi, hein, voilà, nous amène les effluents. Des équipements de stockage à basse température, alors ça vraiment proportionné aux besoins et pourvu de systèmes de contrôle de sécurité, hein, des alarmes avec report d'alarme, des enregistrements, et quel est le système de secours prévu en cas de panne du frigo. Et bien sûr, ces équipements qui doivent être dédiés
dédiés aux produits pharmaceutiques. Ils ne doivent pas contenir de boissons et d'aliments. Et pour tout ce qui est partie dispositifs médicaux stériles, qui sont souvent des produits volumineux, des produits fragiles, être stockés dans des locaux de volume suffisant pour leur permettre d'être contenus dans leurs emballages secondaires pour les protéger. En ce qui concerne les stockages dans les unités de soins, ce qu'on ne veut plus voir, les médicaments, on les enveloppe, en plus des dotations, les fameux au cas où, si j'en ai besoin, les en cas de guerre, où là, voilà, vous avez un exemple de photo avec des jolies enveloppes avec tous les traitements qui sont classés. Du surstockage, là par exemple un bac avec de la dobutamine en médecine polyvalente pour une dotation de 5 flacons, on se retrouve avec près d'une vingtaine de flacons, 5 flacons annuels, on se retrouve avec une bonne vingtaine, trentaine de flacons, et puis là, un focus sur un chart de iode de dispensation journalière pour les patients, qu'on retrouve dans le couloir de service, et puis tout ce vrac, entre guillemets, de traitement positionné à côté des piluliers. Donc ce qu'on attend dans les unités de soins, c'est en fait c'est de retrouver une zone réservée, bien sûr, au stockage des médicaments, qui soit, tant qu'à faire, si possible, indépendante du lieu de préparation des médicaments. On s'attend à ce que ces médicaments soient détenus dans des locaux, des armoires fermées à clé, et qu'en dehors des périodes d'utilisation de ces locaux, que les accès au stock soient sécurisés. Donc, c'est ce que je vous expliquais, les détentions dans des locaux ou à dispositif de logement sécurisé et maintenus verrouillés. Si c'est possible, et on sait bien que c'est compliqué d'avoir en fait une harmonisation sur les dispositifs de rangement, tant qu'à faire de l'ergonomie et un aménagement harmonisé de ces dispositifs de stockage au sein de l'établissement. Éviter le surstockage, encore plus pour les médicaments à risque, si possible vraiment limiter pour la partie médicaments à risque à la dotation au strict besoin pour éviter de surajouter au risque d'erreur. Cette liste de dotation, détenir en fait une liste de médicaments besoins urgents, elle doit être disponible, elle doit être adaptée qualitativement, quantitativement en fait aux besoins du service au sein de l'établissement, et si possible révisée au moins une fois annuellement. Au niveau en fait des conditions d'identification du médicament, on s'attend à ce que les médicaments soient conservés dans l'emballage qui a été délivré par la PUI. Donc c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec l'étape de la PDA. Ça peut effectivement être le conditionnement industriel si vous avez fait le choix de prioriser en fait des conditionnements unitaires, mais ça peut être également des formes unitaires qui vont être reconditionnées ou surétiquetées en fait en PUI. Dans tous les cas, on ne s'attend pas à retrouver un médicament déconditionné. Le but étant vraiment que le médicament reste identifiable jusqu'au moment de l'administration, et le but est vraiment de conserver le conditionnement identifiant jusqu'à l'administration. Donc on doit retrouver les médicaments dans les casiers des armoires de stockage avec une étiquette qui doit mentionner la dénomination de la spécialité et sinon la DCI, son dosage exprimé en quantité ou sa concentration, sa forme, sa voie d'administration, sa date de péremption, son numéro de lot. On en a parlé tout à l'heure. Avoir une harmonisation de ces étiquetages de casiers au sein de l'établissement. On parlait également dans le webinaire de l'étiquetage de ce logo marque qui doit être commun entre la PUI et les services, et qu'on doit retrouver en fait au niveau des armoires de dotation pour les services de soins. On s'attend donc à ce que je vous disais tout à l'heure, dans un casier, à retrouver un seul médicament, un seul dosage. Ensuite, attention, alors on ne l'a pas noté, mais attention au retour. Des médicaments qui ont été délivrés mais pas administrés. On pense aux médicaments délivrés nominativement et puis allez hop, on va les remettre en stockage, dotation.
On fait attention aux médicaments de la dotation qui ne soient pas en surstock par rapport aux quantités définies et aux médicaments périmés. Mais là, ça va dépendre en fait des règles que vous avez données de gestion de périmés au sein de vos établissements. Est-ce que par exemple, pour les dotations besoins urgents, vous avez défini que c'est l'unité de soins qui va elle-même en fait procéder à son élimination, ou est-ce que vous avez défini que les produits périmés de la dotation besoins urgents reviennent en pharma et c'est la pharma qui contrôle et qui redote le service correspondant. On vous a refait en fait un lien vers les outils de sécurisation HAS de mars 2013. Donc c'est bien que c'est l'ancienne certif, mais ça vaut toujours hein, avec ce point critique des stockages dans les unités de soins et l'ensemble des préconisations qu'on vous a redécrites et les principes en fait des armoires sécurisées et des systèmes plein vide. Donc vous pouvez toujours en fait vous servir en fait de ces outils de sécurisation qui restent tout à fait en fait valables sur ces points critiques en fait de stockage en unité de soins. Laurine, je te redonne oui, la fin, du coup, le donc résumé, en la résumé, conclusion. oui, le résumé et la conclusion, donc au niveau du transport et stockage des médicaments, donc au niveau des attendus, donc ce qu'on a vu donc tout au long de la présentation, existence et mise en œuvre d'une procédure de gestion des commandes pour approvisionnement, un approvisionnement en 5 étapes. On a la commande, la livraison, le transport, la réception et le rangement. La gestion des ruptures de stock, que ce soit dans les services et en pharmacie. Le transport des produits de santé et sa traçabilité. Les équipements de stockage qui respectent les règles de stockage, de sécurisation, de confidentialité, d'hygiène, d'ergonomie et de fiabilité. Et la conservation des médicaments dans l'emballage délivré par la PUI, donc conditionnement industriel d'origine ou forme unitaire reconditionnée à la PUI. Avec une vigilance, des vigilances spécifiques, notamment au niveau du responsable du transport identifié, donc entre la pharmacie à usage intérieur et les unités fonctionnelles. Les conditions de transport qui sont adaptées, donc chariot, chaîne du froid respectée, confidentialité, organisation de transport rapide pour besoins urgents et produits à faible stabilité. Ensuite, organisation de la réception des produits de santé. Traçabilité des contrôles qui est retrouvée. Contrôle des quantités au regard des prescriptions faites. Ensuite, les règles et les conditions de stockage qui sont conformes et sécurisées. Et pas de stockage à même le sol. Donc voilà pour ce qui est de cette partie stockage, approvisionnement et transport des produits de santé. Alors, je vais peut-être continuer le diapo et puis on essaiera de répondre aux questions ensuite s'il nous reste un peu de temps. Alors ensuite, pour les prochains webinaires, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le webinaire sur l'administration, avec en élément essentiel la prescription qui est prise en compte, la vérification des concordances entre le produit, le patient et la prescription, l'administration par un professionnel de santé habilité, la traçabilité dans le dossier et l'information à la surveillance du patient. Donc, on vous donne rendez-vous donc le 30 novembre, c'est la semaine prochaine à 13 h, donc toujours en visioconférence. Donc, on vous a remis le lien pour vous inscrire. Mais si vous étiez inscrit aujourd'hui, automatiquement, j'envoie le lien de la visio à chaque fois. Ensuite, donc pour rappel, jeudi, on organise une rencontre sur capitaliser sur la déclaration des événements indésirables dans le cadre de la semaine de la sécurité des patients. Donc c'est ce jeudi de 13 h à 17 h à Lille Grand Palais. On vous a remis le programme de la rencontre ici, notamment avec une intervention de nos collègues de l'Eumédite sur les erreurs médicamenteuses. Donc pour les personnes qui ne peuvent être présentes, malheureusement, on ne peut pas filmer. Mais on demandera aux personnes qui présentent de mettre à disposition du coup leur PowerPoint. Ensuite, on a également la journée régionale de la matériovigilance qui a lieu donc le 7 décembre de 14 h à 18 h donc sur le bon usage des pompes à perfusion.
Donc, on vous a remis le programme. Je crois que c'est du coup, c'est indiqué. Donc, c'est à la fois en présentiel et en distanciel. Donc, on vous a remis le lien d'inscription également si vous souhaitez y participer. C'est vrai qu'on a lancé, on ne l'a pas remis dans le diapo, mais au réseau, on a lancé du coup le 3 décembre, on organise un café rencontre donc avec le CEPIAS sur le risque infectieux. Donc, le critère impératif lié au risque infectieux. Donc, c'est le 3 décembre. Et ensuite, on organise, donc avant les vacances, le lundi 13 décembre, un retour d'expérience d'une visite de certification d'un établissement de la région qui vient justement de passer sa visite de certification, donc pour nous faire un petit point. Et notamment, on est en train de voir avec cet établissement s'il est possible qu'il fasse intervenir le pharmacien pour avoir le point de vue du pharmacien et les différents professionnels qui ont été interviewés par les experts visiteurs. On vous a remis du coup dans le diaporama donc la foire aux questions du réseau Médite, le site internet du réseau, vous pouvez retrouver notamment toutes les infos des webinaires, mais également sur le site internet de l'Omédite et le site de la HAS. Donc, on vous enverra le lien, on vous enverra du coup le PowerPoint de présentation, le replay du coup du webinaire qui sera du coup sur nos sites internet, mais également sur la chaîne YouTube du réseau. Du coup, donc